Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Ce soir, nous recevons le vice-président du club en charge du sportif, Max Mamers, ainsi que les deux entraîneurs, Nicolas Gaudignon et Didier Casadei. Nous allons bien entendu revenir sur la victoire des Brivistes hier face à Aurillac, 30-14. Un succès qui leur ouvre les portes de la finale d'accession. Ils affronteront Pau dimanche à Bordeaux. Et nous parlerons aussi des espoirs du club qui sont devenus champions de France de la poule 2 hier en dominant le Racing. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Max Mamers, Nicolas Gaudignon, Didier Casadei, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autour de la table également, Mickaël Nicolas de notre partenaire La Montagne, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Tastet de France Bleu Limousin. Bonsoir. Vous avez des petites mines, messieurs, non Vous avez fêté la victoire hier soir ou... Non, pas fêté la victoire, mais toujours un peu de mal à dormir les soirs de match. Donc voilà, on rentre pas trop tard, mais le sommeil est long à arriver. Max Mamers, Nicolas Gaudignon et Didier Casadei sont nos invités. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Alors avant de revenir plus en détail sur cette victoire, hier je vais laisser la parole à Christophe Tastet, et sa célèbre plume, Christophe Tastet, d'ailleurs je le tiens à le préciser, un des porte-bonheur du club. Bon. Vous êtes venu 2 fois cette saison, contre Aurillac 2 fois. Contre Aurillac 2 fois, et 2 victoires. Bah voilà, il faut que je vienne à chaque fois qu'il y a Aurillac. Salut les gars, eh ben dites, quelle journée que celle d'hier. Une de ces journées où on se dit que le rugby est décidément un chouette jeu, bien loin de la salade de phalange servie à Pau. Hier, nous avons eu le plein soleil sur le stadium de Brive avec du beau jeu. Ce qu'il fallait de suspense et du fair play une fois la messe dite. Bravo à Aurillac et à ses supporters, bravo au CAB et à ses fans. Range ton micro Manu, on rentre, on a de la route et il y a aussi la victoire de Tulle à fêter. Manuel Caillot, je peux en parler 2 secondes? Oui. Manuel Caillot est un garçon étrange. Il a l'air bien propre sur lui, comme ça, mais c'est en fait un être terriblement tourmenté, à tel point qu'il s'en remet à la superstition pour ne commenter que des victoires du CAB. Ainsi, depuis quelque temps, son comportement habituel de journaliste rationnel a pris du plomb dans l'aile. Dimanche, 9h, Manu se lève du pied droit. Il sort son chien, lui intime l'ordre de faire popo et marche sur la crocrotte du pied gauche. 10h, il prend sa voiture et s'arrange en chemin pour aplatir un chat noir. 11h, il stationne son véhicule au pied du stadium à la même place que depuis qu'il a remarqué que le CAB gagnait s'il se garait là et pas ailleurs. Midi, Manu passe à table au restaurant La Bonne Étoile et balance du sel sur les cantalous qui ont eu la mauvaise idée de s'installer dans son dos. 14h, retour au stadium en prenant soin de ne pas passer sous une échelle des travaux de la halle de la Guerle. 15h, début du match. Manu serre fort contre son cœur son fer à cheval. 60e minute de jeu, 14 partout, il bouffe sa patte de lapin. 30-14, fin du match. Dans la liesse générale, il effectue un petit tour dans les vestiaires dont il a repeint les murs en vert. Le cœur léger, le sourire aux lèvres. Manu revient ensuite à son véhicule où l'attend un mot doux déposé sur le pare-brise et ainsi libellé. Manu, tu déchires, signé une fan. Ça au moins c'est vrai. Pas de 06, hélas, sur le papier. Mais quelle belle journée que celle d'hier. On prévoit la même chose à Bordeaux dimanche ? Ah bah allez, pourquoi pas, ce serait pas mal, hein. Non, c'est vrai, il n'y avait pas le 06 n'était pas là sur le papier, bon, tant pis. Ben oui. En tout cas, c'était bien sympa cette victoire hier. Donc on rappelle, 30-14, l'objectif est atteint, voilà, vous êtes en finale à Bordeaux, Nicolas. Ouais, c'est vraiment chouette pour tout le monde, pour tout le groupe, voilà, pour le public, pour tous ceux qui nous soutiennent. Et voilà, c'est le fruit d'une saison de travail. C'est le fruit d'une saison où on est passé par des moments assez laborieux, difficiles, remplis de doutes, mais voilà, je crois qu'à force d'abnégation et de travail et l'implication de tout le monde, du staff, du groupe, de l'équipe, des dirigeants, je crois que voilà, on est en mesure aujourd'hui de pouvoir se donner l'opportunité de remonter dans l'élite. Alors Max Mamers, est-ce que vous avez douté dans ce match parce que cette victoire a été longue à se dessiner, hein, jusqu'à l'heure de jeu, les Aurillacois étaient au contact et même 14 partout à la 57e minute. Est-ce que vous avez eu peur dans cette partie ? Écoutez, on peut douter bien sûr lorsqu'on arrive à 14 partout. Ceci étant, je pense que on avait quand même dominé fortement la première mi-temps et je voyais pas comment, à moins d'un incident majeur, je voyais pas comment on pouvait perdre cette rencontre qui, comme toutes les autres depuis ces derniers temps,
va crescendo, c'est-à-dire que dès que le banc, on met le banc en place, on s'aperçoit que on a terminé tous nos matchs très forts, on en a même gagné après la sirène, donc pas de gros problèmes, mais les doutes c'est normal. Au stade de la demi-finale, voire après de la finale, vous savez, tous les gens qui sont là n'y sont pas par hasard, et bien sûr c'est serré et tout le monde croit en sa chance. Mais bravo, les gars ont bien bossé. C'est aussi tout le travail qui a été fait tout cet hiver, qui soit sur le plan médical, préparation physique, les entraîneurs bien sûr, parce que on voit ça comme ça, mais il faut savoir d'où on vient. Cet hiver, à un moment donné, on a eu jusqu'à 12 titulaires qui étaient blessés. Donc depuis quelque temps, on dit c'est bien, Brive, ils ont un bon banc. Déjà les bancs en début de période, ils étaient utilisés par les blessés. À partir du moment où on récupère tout le monde, et à partir du moment où on récupère tout le monde en bon état, les entraîneurs ont déjà plus de billes pour travailler. Et bien évidemment, c'est vraiment un travail collectif. Et ça, je les en remercie parce que tout le monde a bien bossé tout cet hiver. Alors, ce qui a été frappant, c'est quand Aurillac est revenu donc à 14 partout, vous auriez pu douter à ce moment-là, et les joueurs, tout de suite, sur le renvoi, ont réussi à retrouver ses ressources pour aller marquer cet essai par Jamie Noon, et qui vous a offert cet avantage décisif pour la fin, Nicolas Godignon. Ben oui, c'est vrai que sur le bord, on était tendu. Quand ils reviennent à 14 partout, c'est une évidence que on est dans un temps faible. Ils ont mis du temps à franchir cette ligne. Ça n'a pas été une mince affaire pour eux de marquer, mais c'est vrai que ça peut faire mal à la tête à ce moment-là. Et nous, sur le bord, on était un peu tendus, mais dans le regard des joueurs, on voyait bien qu'il y avait une réelle réaction. Ça me fait penser à François Darros qui est pris de crampes sur la dernière mêlée qu'il va effectuer, et voilà, il va chercher au fond de lui-même et au fond des ressources qu'il a pour vraiment faire cette dernière mêlée. Il la fait pas tout seul, mais en fer de lance comme le rôle d'un vrai talonneur sur cette mêlée, il pousse fort, il gagne cette mêlée, avantage pour nous. Et on joue pas petit bras, on joue vraiment le jeu jusqu'au bout, et voilà, le petit coup de pied rasant de Romain Sola, donné à la perfection, le rebond qui va bien, ça tombe dans les bras de Soigny, et voilà, un 2 contre 1, et Jamie qui vient franchir cette ligne, voilà, ça lui arrive pas souvent, et c'était son dernier match au Stadium, et voilà, c'est une sacrée récompense pour lui et aussi pour tout le groupe. Alors à partir de cet essai, Mickaël, Brive a su gérer la fin de cette rencontre, notamment en obtenant des bonnes pénalités, en se basant sur ce que l'équipe sait faire depuis plusieurs matchs maintenant. Oui, les Aurillacois l'ont reconnu aussi à la fin, et ça c'est assez logique, ça leur a mis un coup sur la tête cet essai, parce que 2 fois déjà ils avaient réussi à revenir, et puis au terme de la première mi-temps, on est à 11-6 me semble-t-il, donc ils étaient dans les clous. Ils auraient pu même l'être un petit peu plus, puisque Paul Boissé avait très bien joué le coup sur un hors-jeu en allant chercher une pénalité dont on ne rappellera jamais assez qu'elle avait été refusée à Brive l'année dernière par Monsieur Poit contre Clermont-Ferrand. Mais bon, voilà. Alors Maxime Petitjean la rate, mais ils étaient toujours dans le coup. Et derrière, Brive, grâce au caractère qu'on connaît aux brivistes depuis 3 mois maintenant, a terminé son match plus sereinement et dans la logique des actions de ce qui avait été engagé depuis le début, c'est-à-dire de cabosser les Aurillacois un maximum pour finir par les faire céder, parce que on va le redire, mais pendant toute cette heure de jeu, les Aurillacois, ils ont tenu dans le défi, dans l'intensité, même si on les sentait effectivement un petit peu plus friables sur la conquête, en mêlée où ils ont un peu souffert, même s'ils se sont repris, et ensuite en touche, et puis surtout par moments sur des aspects défensifs, on a senti les brivistes tout simplement extrêmement sereins, et c'est ce qui a fait la différence à la fin. Alors, ce qui a été intéressant pendant le match, Didier Casadei, c'est la conquête qui globalement a réalisé une très belle performance hier. Ouais, on a manqué un peu de justesse en première mi-temps sur certains détails. Maintenant, c'était dû aussi à la qualité d'Aurillac. Donc, ça nous a obligé à vraiment élever notre niveau de jeu. Sur certains détails de la touche, notamment, c'est une des équipes qui a été sur leur compte vraiment très bon. Donc, on a pris le dessus, mais ça a été au fil du match.
Ils n'ont pas craqué dès le départ. Il a fallu qu'on les serre dans un coin, petit à petit, forcer encore, et petit à petit, on a pris un peu le dessus. On sentait qu'ils commençaient à se replacer un petit peu moins vite. Ils étaient un peu moins costauds. Et puis, dans l'ensemble, on a dominé les chocs. Que ce soit avec ou sans ballon, c'est clair que les chocs, c'est un baromètre du match qui est très important et dans l'ensemble, on les a eus. Devant, on savait que la mêlée serait super importante, comme elle le sera dimanche prochain d'ailleurs. Maintenant, on a eu les coups de sifflet pour nous, grâce à la volonté d'ensemble et puis le travail qu'on a mis tout en œuvre avec les joueurs, parce que je me rappelle en début de saison, par expérience, je sais que c'est toujours la meilleure mêlée qui monte. Et on n'est plus très loin, quoi. C'est vrai, voilà, plus qu'une marche maintenant, c'est Pau. Dimanche, Nicolas, une équipe de Pau que vous aviez battue lors du match aller 22-18 et vous êtes incliné chez eux 12-9. Quel est votre sentiment sur cette formation-là ? C'est une équipe qui fait des choses assez simples mais qui le fait bien. C'est une équipe qui s'appuie sur une grosse conquête, vraiment une grosse mêlée. D'ailleurs, quand on a perdu chez eux 12-9, on prend 6 points en deuxième mi-temps sur des ballons portés, donc on se met à la faute. Donc voilà, ça va être le combat devant va être rude, ça c'est une évidence. Comme le dit assez bien Didier, la mêlée est de toute façon un des baromètres aussi qui est vraiment trop important pour qu'on passe à côté. Voilà, c'est une équipe qui a des individualités aussi comme Radidi. Voilà, il y a d'autres joueurs encore, mais ils sont dangereux aussi. Donc voilà, ils sont pas là par hasard. C'est une équipe qui a su revenir en finale après un échec la saison dernière. Donc voilà, c'est une équipe qui maîtrise aussi son sujet, même si ils ont eu des moments de trous dans la saison, en allant perdre à Massy notamment sur un score assez lourd. Mais ils ont su se remettre en question. Ils ont été en mesure de gagner à Lyon, ce qui est jamais chose facile, même si avec le recul, on peut voir que les Lyonnais étaient un petit peu démotivés. Mais voilà, je crois que c'est aujourd'hui l'équipe qui mérite aussi le plus d'aller en finale. Voilà, il n'y a pas réellement de hasard sur ça. C'est une équipe dangereuse et qu'il faudra absolument coincer dans un coin, ça c'est une certitude, mais les priver de ballon. Une équipe de Pau donc qui avait déjà disputé la finale d'accession l'an passé, c'était déjà à Bordeaux, c'était face à Mont-de-Marsan, si je me souviens sûrement, voilà. Il s'était incliné, donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ces matchs-là. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ces matchs-là. Alors, ils ont eu ces dernières années, ça fait 7 ans qu'ils sont redescendus. Ils ont eu des années un peu compliquées, mais ça fait vraiment 2 ans où ils sont sur une mise en place d'un projet pour remonter. Donc voilà, ils ont une formation très bonne sur laquelle ils s'appuient aussi, parce qu'il y a toutes leurs équipes chez les jeunes étaient qualifiées. Donc voilà, c'est un club qui est structuré, qui a les moyens de remonter et qui se donne les moyens de le faire. Voilà, après, ça sera sur une finale du 50-50. Alors, quel est le programme là pour la semaine ? Est-ce que vous allez perturber, modifier un petit peu vos habitudes ? Comment ça va se dérouler ? Non, on va pas vraiment modifier nos habitudes. On va accentuer un peu plus la récupération. Donc demain, qui est normalement un jour de reprise, va être encore un jour basé sur la récupération et on reprendra le terrain réellement que mercredi. Ce sera une semaine aussi facile pour s'entraîner, puisque on sait que à l'approche de grands événements comme ça, tout le groupe est réceptif. Donc ça sera pas la semaine la plus compliquée qu'on aura eu à gérer, je pense, au niveau du staff, mais c'est une semaine qui sera de toute façon très importante dans le travail. Un mot, Didier, sur Domenico Vacani-Borutu, qui était absent donc pour cette demi-finale. Est-ce que vous comptez sur lui là pour dimanche ? Disons qu'il a quand même bien évolué au niveau de sa blessure. Depuis 5-6 jours, il s'est remis vraiment à courir, il commence à faire des appuis. Là, je pense que le staff médical va lui tirer dessus un petit peu lundi et mardi, et puis si d'ici là tout se passe bien, il pourra postuler mercredi. Et Tassi, lui à Foutou, avait pris un choc sur l'épaule. Comment ça va aller. Ça va aller. Il y a des semaines où il faut que ça aille, et puis ça va aller. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. On se retrouve dans quelques secondes, juste après Jean-Louis Aubert et son titre « Maintenant, je reviens ». France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. De retour aux Collonges à Brive, on va continuer donc de parler du CAB, donc il s'est qualifié pour la finale d'accession, finale qui se disputera donc dimanche après-midi à 16h à Bordeaux. Max Mamers, l'objectif au début de la saison c'était de se qualifier pour ces phases finales, objectif atteint, mais j'imagine que vous ne voulez pas vous arrêter en si bon chemin maintenant. Notre objectif effectivement est atteint parce que d'entrée on avait dit qu'on voulait se qualifier, même on avait été
assez modeste au début en se disant il faudra au moins qu'on soit dans les 5 premiers. Puis après, l'appétit est venu un peu en mangeant, ce qui est normal. Et on s'est dit il faut absolument qu'on offre pour nos spectateurs une demi-finale au Stadium. C'est chose faite. Maintenant, il y a un match à disputer. Et quelle que soit l'issue du match, nous sommes des professionnels et on avisera au sort du match à la fois les retombées et les et l'avenir à envisager. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a quand même réalisé une bonne saison. Aujourd'hui, donc le CAB est prêt à monter, même au niveau budget, je parle. Je dis qu'on est prêt à envisager toutes les solutions, bien sûr. Et donc pour les joueurs, parce que ça peut changer, parce que c'est la situation la plus compliquée pour vous, finalement pour vous coach, parce que vous savez pas la saison prochaine encore dans quelle division vous serez. Est-ce que c'est pas trop perturbant justement au niveau recrutement là C'est pas perturbant parce que déjà on a bouclé pratiquement le recrutement qui nous était par rapport à la Pro D2. Voilà. Après on s'adaptera aussi par rapport à ce match-là. Je crois qu'il faut pas brûler les étapes. Il faut faire les choses en temps et en heure, dans le bon ordre. Il y a des situations beaucoup plus compliquées. Quand on a vécu la descente la saison dernière, c'était bien plus compliqué de se dire comment on va faire pour recruter ou quel est l'effectif qu'on va mettre en place, etc., etc. Aujourd'hui, c'est de toute façon beaucoup plus confortable. Voilà, on sera en mesure de toute façon comme l'a souligné Max, de répondre et de s'adapter à ce qui nous arrivera. Voilà, donc on a déjà bien anticipé une prochaine saison en Pro D2 et si on a le bonheur de remonter, on s'adaptera aussi par rapport à ça. Daniel Dargentin, de nos auditeurs qui vous demande justement, est-ce qu'il y a un plan B en cas d'accession en top 14 ? Il y a toujours des plans B. Je crois qu'il faut toujours se projeter, sans manquer d'humilité, mais il faut pas brûler les étapes. Ça reste des projets, ça reste des projections dans l'avenir. Donc, on confirmera les choses le jour au dimanche soir à 18h. On saura où on en est, si on sera invité à rejoindre l'élite ou si on restera dans l'antichambre dans cette Pro D2. Voilà, on prendra les dispositions au soir de la finale. Et s'il y a accession, parce qu'il y a déjà donc des contacts qui ont été pris, quels sont les profils de joueurs que vous avez ciblés en cas d'accession ? Ouais, je crois qu'il faut, comme toutes les montées, il faut renforcer pratiquement à tous les étages. Voilà, donc on a des projections, on a des postes que l'on vise, etc. Mais ça dépendra aussi de ce qu'on va faire dimanche soir, tout simplement. Donc on a déjà des envies. On sait qu'on recrutera bien sûr devant, un peu derrière. C'est une évidence. Peut-être 3-4 joueurs, voilà, à voir. Aujourd'hui, ça sert à rien de s'affoler. Il y a des situations de club aussi qui sont compliquées. Voilà, il y a des rumeurs, plus que des rumeurs, mais des clubs comme Agen qui sont en difficulté, des clubs comme Lyon. Il y a d'autres clubs encore qui sont dans l'œil de la DNACG et je suis pas sûr que tous puissent s'en sortir. Donc il y aura des joueurs sur le marché. Il y en a déjà. Voilà, aujourd'hui, c'est pas la chose la plus compliquée. Voilà. Max Mamers, est-ce que vous envisagez déjà dans vos projections là, un budget pour la saison prochaine ? Est-ce que vous avez une fourchette en cas d'accession ? On en a parlé, on se doute quel sera le minimum que nous devrons trouver, mais encore une fois, on a décidé de la jouer modeste et surtout d'amener beaucoup de sérénité. N'oublions pas qu'on a un groupe qui prépare une finale cette semaine. On va pas commencer à faire des plans sur la comète, à savoir quel sera le budget, à savoir quels sont les joueurs qu'on pourrait renforcer, parce que je dis qu'au départ, on a déjà une très bonne équipe, on a vraiment un bon groupe, et de toute façon, quelles que soient les solutions que nous trouverons, il est certain que le groupe que nous avons aujourd'hui, c'est celui qui sera de toute façon la force primaire de notre équipe l'année prochaine. Alors, quand on voit l'exemple des Montois cette saison qui ont galéré en top 14, est-ce que ça vous oblige à un peu plus de réflexion, justement ? Il y a une chose de sûr, hein. Si vous voulez me faire dire que si on monte en top 14, ça sera facile, là, ça sera pas vrai. Il est clair que c'est une difficulté. De toute façon, Nicolas l'a souligné l'an dernier, il y a moins d'un an, on a été confronté à une descente, on l'a assumé, avec un groupe qui est resté solidaire, avec des entraîneurs qu'on a changés, des responsabilités médicales, des responsabilités, encore une fois, de préparation physique. C'est-à-dire on a tout reconstitué.
Je pense qu'on est en train de faire un bon boulot. Ce groupe-là, de toute façon, et cette, comment on pourrait dire, cette structure, elle va rester, elle va perdurer. Il faut pas oublier non plus qu'elle est prête à accepter un certain nombre de nos jeunes qui sont champions de France depuis hier avec les espoirs. Les entraîneurs, je les en remercie, ont cet hiver donné la chance à plusieurs espoirs de gravir un échelon supplémentaire. Mais l'année prochaine, dans le recrutement, si par exemple on devait aller à l'étage supérieur, il faudra jamais oublier aussi que de l'autre côté de la grande tribune, on en a aussi quelques-uns qui sont très bons et qu'on veut absolument faire de ce club un club formateur. Alors, certes, quelle que soit la position, ça sera de toute façon difficile, mais on a conscience que ça sera difficile. Alors, pour votre première année en tant que duo, là, atteindre une finale, est-ce que vous l'aviez imaginé au début de la saison, Didier Casadei? Je savais qu'il y avait très peu d'écart entre les équipes. Disons, c'était pas écrit, mais on avait toutes nos chances. Disons que ce soit devant comme derrière, comme au niveau de la charnière, comme au niveau des ailiers. On a une bonne équipe, hein, qu'on est complet, que l'équipe tourne bien, qu'il n'y a pas de blessés et qu'elle est en confiance, avec un petit peu de réussite aussi, comme en ce moment. Disons qu'on peut regarder les autres équipes droit dans les yeux et je pense que ça doit rien au hasard, le fait qu'on aille à Bordeaux dimanche prochain. Nicolas, quand on est joueur, c'est toujours particulier de jouer une finale et j'imagine que quand on est coach, il en est de même. Bien sûr qu'il en est de même. C'est toujours des moments particuliers. Je crois que c'est pas toujours dans la vie des joueurs ou d'entraîneurs, ça arrive pas tous les week-ends, à moins qu'on soit à Toulouse et qu'on enchaîne depuis 20 ans des demi-finales du championnat de France. Mais sinon, à Brive et bien sûr beaucoup ailleurs, il y a peu de clubs qui sont en mesure d'atteindre ce niveau-là de la compétition. Donc c'est toujours un événement. Donc il faut savourer ça, mesurer la chance que l'on a, mais mesurer aussi tout le travail qui a été effectué, voilà, et se dire que c'est une juste récompense de tout l'investissement. Mais je crois que il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas compté leur investissement et qui n'ont pas le même rendu. Aujourd'hui, il est évident qu'on a une bonne équipe, comme le souligne Didier, quand on est au complet, la confiance est là, on a un peu la réussite. Il y a tous ces ingrédients aussi qui font que ça reste une très belle saison et de se voir offrir cette finale à Chaban, c'est une vraie récompense. Et voilà, on sait qu'au bout il y a quelque chose de formidable, mais d'être là après cette descente, ces moments de galère, il a fallu faire le deuil de ce top 14. C'est pas toujours facile à avaler, et une fois que ça a eu été fait, je crois qu'on a redressé la barre. L'arrivée aussi de Philippe a vraiment été un élément déclencheur. Voilà, au soir de Carcassonne, on avait un peu la migraine avec Didier et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé et la décision qui a été prise où Max et tout le comité d'ailleurs nous a vraiment soutenus et accompagnés dans cette démarche a été un élément important et d'amener cet œil nouveau, cette expertise aussi nous a donné beaucoup de fraîcheur et je crois qu'aujourd'hui c'était une très bonne décision et avec le recul je crois que c'était pas évident à décider, mais une fois que ça a été pris on a su l'assumer et voilà, je trouve que c'était un moment fort aussi pour nous. Il y a quelque chose de frappant dans ce groupe, c'est cette détermination, cette solidarité qu'ils ont. Ils sont allés chercher des essais au bout d'eux-mêmes, comme à Albi par exemple, dans les arrêts de jeu. Il se passe quelque chose dans ce groupe. Il y a de la casse en cuisine là. Il s'est passé quelque chose dans ce groupe qu'on a cette saison. En fait, de l'extérieur, c'est en tout cas le sentiment qu'on a. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de Jean-Baptiste Péjoine. Dans la semaine précédant le match d'Aurillac sur début février, où il me dit tu verras, ce match-là on va le gagner, ça sera pas facile mais on va le gagner et tu verras que ça va être le début de quelque chose. Et je crois qu'il avait aussi le ressenti du groupe plus que nous, parce que même si on est avec eux au quotidien, etc., le vestiaire ça appartient aux joueurs réellement et on a des relais, bien sûr, à l'intérieur, la communication, tout le temps qu'on passe ensemble, etc. Et il m'avait donné une indication de ce qu'il ressentait à l'intérieur et il avait vu vraiment juste. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. On continue de parler du CAB, mais avant cela, on accueille Assaf Avidan et le titre One Day. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.
De retour au Collonges à Brive, donc le week-end a été parfait pour le CAB. Les pros se sont qualifiés pour la finale d'accession et dans le même temps, l'équipe Espoir est devenue championne de France de la poule 2 en dominant le Racing Métro 20-16, notamment avec 2 essais de Pagalua et Benjamin Caminati. Une très bonne nouvelle, Max, pour le club. Mais c'est une nouvelle et c'est une nouvelle qui fait en sorte que nous allons pérenniser le club comme ça. Moi, depuis l'an dernier, je mets l'accent sur quelque chose de très fort et qui est parfois semble superflu par rapport évidemment au top 14 et au reste. Je dis qu'il faut absolument que Brive se donne tous les moyens de rester avec un rugby professionnel fort. Je m'entends. Vous avez vu Pau qui vient de passer 7 ans en Pro D2, vous avez Grenoble qui est descendu en Fédéral 1 avant de remonter, ils ont passé 5 ans. Agen est en grande difficulté, non seulement sur le plan sportif, et je pense que nous, on doit assurer à la fois sur le plan financier et sur le plan sportif la pérennité d'un club de haut niveau professionnel à Brive. Il faut qu'on évite à tout point de vue d'avoir un seul jour la menace de pouvoir être relégué dans une situation qui ne serait pas professionnelle. Et il faut qu'on travaille beaucoup là-dessus parce que le rugby professionnel aujourd'hui qui va dans les grandes villes et qui va avec des gros budgets aura besoin de villes solides comme Brive et nous on doit s'appuyer là-dessus et justement la formation, les espoirs, pour revenir à la première question, c'est évidemment très important pour nous parce que plus on aura de jeunes qui fonctionneront, plus on aura une équipe, un groupe solide pour les encadrer. Et on sera obligé, enfin on ne sera pas obligé d'aller acheter très cher des joueurs ailleurs puisqu'on en aura pas mal à la maison. Justement, donc il y a certains jeunes qu'on pourrait voir avec l'effectif pro la saison prochaine. Mais ça c'est le boulot des entraîneurs. Jusque-là ils l'ont formidablement bien rempli. Vous savez, les jeunes, il y a aussi 2 solutions. C'est-à-dire que si vraiment ils sont bons, il faut absolument les mettre et les essayer. Ça a été fait. Mais il faut pas les cramer, il faut pas leur brûler les ailes. Vous avez bon nombre de jeunes qui sont bons aujourd'hui en espoir. Si vous les mettez, vous les exposez trop, vous pouvez avoir des problèmes. C'est qu'au bout d'un moment où ils font un mauvais match, à ce moment-là, vous les remettez au frigo. C'est pas leur donner, comment dirais-je, satisfaction. Donc ça, c'est le boulot des entraîneurs. Jusqu'à présent, ça s'est bien fait. Je sais que ça fait partie aussi de leurs intentions. Je le répète, ils viennent aussi, ils ont été champions de France eux-mêmes avec les espoirs à Brive et ils connaissent le parcours et on peut leur faire confiance. Il y en a d'ailleurs que vous avez toute la semaine à l'entraînement qui s'entraînent avec l'effectif professionnel, Nicolas Godignon. Oui, il y a plusieurs marches au niveau des espoirs. Il y a ceux qui s'entraînent au quotidien avec nous, Damien Laverne, Victor Laval, qui sont Benjamin Caminati, Nico Faltrep, Cusiolek, Delage. Donc il y a beaucoup de garçons qui s'entraînent au quotidien avec nous, d'autres qui nous rejoignent que sur une journée, d'autres qui ne sont pas encore avec nous parce qu'on estime qu'ils sont pas mûrs pour ça. Donc voilà, toutes ces semaines de travail qu'ils ont passé avec nous, tous pour certains qui ont eu la chance de fouler aussi la pelouse du stadium ou même à l'extérieur, ce sont des moments qui sont très importants dans la carrière de jeunes, puisque c'est des miettes, comme je pourrais dire, quand on joue 5 minutes, ce sont des miettes, mais c'est des moments importants dans la progression. Et ça a aussi apporté à ce groupe Espoir l'opportunité réelle de se rendre compte qu'il y avait réellement des passerelles entre les pros et cette équipe-là. Donc quand un ou deux ont fait l'apparition avec nous, ça a laissé entrevoir aux autres que c'était possible. Et l'espoir nourrit aussi beaucoup de choses, nourrit la performance notamment. Et je crois que c'est ça qui était important et que c'était pas un pont à sens unique. C'était vraiment un pont où on pouvait monter et descendre, puisqu'il y a de nombreux joueurs qui sont passés aussi par la case espoir, Petrus Oman, Wakani Burutu, Briat, et bien d'autres encore. Alors pour certains, ça a été une étape de reprise, d'autres y ont fait un peu plus, mais souvent c'était vu par les pros comme une sanction de redescendre. Ça a pu être le cas. C'était vraiment une remise en route et de se faire travailler les uns les autres. Et je crois qu'aujourd'hui la performance des espoirs est réellement à souligner. Et je crois aussi que le travail au quotidien, ces petites minutes glanées. Je veux dire, quand on fait une séance de mêlée, et Didier est bien plus à même d'en parler, et qu'on a des jeunes piliers avec nous et que ce pilier va peut-être faire que 3 mêlées sur les 30 qu'il y aura à faire dans l'entraînement.
Mais ces 3 mêlées-là, elles sont importantes pour l'expérience et pour acquérir les fondamentaux pour être pertinent et performant au poste. Voilà. Nicolas, vous étiez à la demi-finale, Brive contre Castres, c'était à Caussade me semble-t-il. Alors on a vanté tout à l'heure l'état d'esprit de l'effectif pro, mais il y a un très bon état d'esprit également dans ce groupe de jeunes, parce que cette demi-finale, ils sont allés la chercher, celle-ci aussi. Oui, mais je crois que la réciprocité, on l'avait pas les dernières saisons. Alors il y a eu d'autres facteurs qui ont fait qu'après leur titre, les espoirs ont eu plus de mal en poule élite, parce qu'ils avaient aussi des jeunes joueurs qui avaient besoin et qui se sont nourris de cette dernière saison un peu plus difficile pour vivre et réussir celle-là. Mais je pense que ce qui a été fondamental pour eux, ça a été cette réciprocité, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient quelque chose à espérer et quelque chose à prouver. Un joueur comme Louis Acosta, qui est peut-être l'un des jeunes qui a le plus approché, enfin qui a le plus joué déjà la saison dernière avec les pros, quand il est en espoir, il a envie de vivre avec ses potes une belle histoire, mais il a aussi envie de montrer que moi il faut me rappeler, je sais bien que pour le moment Darros, Rib ou Natriashvili sont plus forts, plus expérimentés que moi, mais bon, je veux ma place. Et ça a joué, et moi je l'ai mesuré à Caussade, j'en discutais avec des castrés, parce que je leur rappelais le match aller où Pierre Bernard, qui est un pro, avait passé les points pour Castres. Et la personne que j'avais à côté de moi, qui était un des éducateurs, me disait ouais, mais enfin nous les pros, quand ils sont revenus, ils n'ont pas fait des miracles avec les espoirs. Et cette année, ça a été l'inverse. Et il faut aller au bout de la chaîne pour le CAB. On le voit quand un joueur comme Peyo Capdevielle revient dans l'encadrement des équipes de jeunes, il peut apporter de l'expérience, comme l'ont fait par le passé Nicolas Godignon ou Didier Casadei. Et on a un joueur qui va arrêter, qui a parlé de passer ses diplômes d'entraîneur, Jamie Noon par exemple. Mais je pense que si les jeunes, ils ont un Laurent Bonventre, un Sébastien Bonnet, et qu'ils ont dans quelques temps, parce que ça leur parlera plus, parce que ce sera une histoire qui fera plus écho pour eux, un Jamie Noon qui vient les aider, même si c'est qu'avec les cadets, ou même si c'est les moins de 15, ça aura un impact. Et c'est pour ça qu'ils se sont emparés cette saison de cette histoire. Ce qu'on a vu à Caussade, puisque moi j'ai pas vu la finale, j'étais au stadium hier, mais ce que j'ai vu à Caussade, c'est une équipe qui était déjà très au-dessus de son adversaire, avec 2 essais marqués rapidement par Benjamin Caminati et une super charnière, Nicolas Faltrep, qui fait une fin de saison extra avec les espoirs, et qui, de ce que j'ai entendu, a encore été vraiment un des leaders. Il est le capitaine de cette équipe espoir. Et ensuite, quand ça s'est compliqué, parce qu'il y a eu bagarre, échauffourée, et que vraiment aussi autour de la main courante, enfin même dans les tribunes, ça s'est un petit peu tendu. Cette équipe, elle a su réduire comme il fallait la voilure, entre guillemets, sur ses ambitions pour aller gagner le match. Et le caractère, oui, il n'y a pas que les pros qui l'ont cette saison, les espoirs l'ont aussi. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Dans quelques minutes, les traditionnels cartons, mais avant cela, place à Thomas Dutronc et le titre Comme Manouche sans guitare. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est Bleu Blanc Noir avec les traditionnels cartons blancs, cartons noirs, et on commence avec vous, Nicolas Godignon. Mais mon carton blanc, il va aller en direction des espoirs, puisqu'il nous ramène un bouclier supplémentaire au club. Voilà, ça sera le 3e après celui des espoirs où Didier était entraîneur, et celui des Crabos où j'ai eu la chance aussi d'entraîner. Donc voilà, mon carton blanc, il est dirigé vers cette équipe-là. Et mon carton noir, j'en ai pas réellement ce week-end. Quand on a réussi à remporter cette demi-finale et qu'on voit ce qui se passe au club aujourd'hui, je vais mettre un 2e carton blanc. C'est possible. C'est possible. Ça sera pour les tulistes qui montent en Fédéral 1, et voilà, je suis très content pour eux. Didier Casadei, carton blanc, carton noir. Carton blanc, je voudrais un carton blanc aux supporters des 2 équipes. Hier, franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un stade aussi beau, une ambiance aussi sympa entre les 2 équipes. Et un carton blanc, l'hommage aussi à l'équipe d'Aurillac qui a fait une saison excellente. Et comme en plus c'est des amis qui entraînent. Donc voilà. Et puis pareil pour Nico, pour
l'équipe Espoir, on est vraiment super content qu'ils aient gagné. Et c'est clair qu'ils ont une très bonne ambiance. Et puis ça me fait plaisir pour deux copains aussi que Basto et Lolo, ils aient eu la chance de connaître le plaisir de gagner une finale, quoi. Et carton noir? Pas de carton noir. Pas de carton noir, tout va bien. Allez, Max Mamers, carton blanc, carton noir. Carton blanc, ce sera pas. C'est évidemment sur les espoirs. Donc ce titre, nous l'attendions, nous l'apprécions tous. Donc ça, il y a une grosse unanimité là-dessus. Et j'en mettrai un deuxième pour Jamie, parce que c'est un fidèle serviteur du club. C'était son dernier match au Stadium. C'est un des rares essais qu'il a pu, peut-être le seul d'ailleurs, je pense. Et donc c'est bien, il n'a pas mis beaucoup d'essais, mais finir une carrière comme ça, en apothéose, devant 15 000 spectateurs, bravo Jamie, c'est le bon soldat qui est récompensé. Et le carton noir, moi je le mettrais à la rencontre Pau-La Rochelle, parce que même la Pro D2 est en direct, on n'a pas le droit de montrer pour le futur, pour les sponsors, pour les enfants, pour les jeunes. On n'a plus le droit. Je pensais que c'était un rugby de notre âge, et ça, je suis vraiment dépité. Oui, on rappelle, il y a eu pas mal de bagarres pendant ce match. Il y a des fumigènes aussi qui sont arrivés sur la pelouse. Un spectacle assez pitoyable, on va dire. Nicolas de la Montagne, carton blanc, carton noir. Oui, moi je vais personnaliser un petit peu. Alors pour le carton blanc, je vais l'adresser. Je crois que je l'ai déjà fait d'ailleurs dans la saison, mais à Petrus Oman. Parce que il jouait contre son ancien club. Et puis il a sorti une partie extraordinaire. Et en plus, pour le voir, et même sur le terrain, on a l'impression qu'il est imperméable à la pression, justement. Et que c'est un joueur qui réussit toujours à donner le mieux de ce qu'il peut. Alors il est peut-être pas au bout de son potentiel, mais en tout cas, dans la perspective d'une finale, je pense que c'est un joueur qui sera important pour le CAB, comme d'autres l'ont été, mais parce que les individualités qu'on attendait sur le match d'hier ont répondu présent. Et le carton noir, ce sera pour Victor Laval, jeune pilier gauche du CAB, qui s'est blessé hier lors de la finale. Il a déjà connu plus que son lot de blessures, et de blessures assez graves dans sa jeune carrière. Et je lui souhaite de pouvoir bien se soigner et de revenir, et que ça l'empêche pas de connaître d'autres joies avec le CAB ou ailleurs. Christophe Tastet de France Bleu, carton blanc, carton noir. Alors un carton blanc au Stadier, au Stadier, qui vous a gardé la place au péril de sa vie, la place de la voiture gagnante. Il a fait partir quelqu'un en plus. Oui, deux fois, il en a agité deux. Voilà. Et carton noir à la demoiselle, sans doute, qui vous a laissé un petit mot doux sur le pare-brise sans laisser son numéro de portable. Ça, c'est pas à faire. Ah non, c'est terrible. Oui. Merci bien en tout cas messieurs, c'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous sport, donc ce sera dimanche pour cette finale d'accession de la Pro D2. Donc énorme dispositif sur France Bleu, on prendra l'antenne à 15h. On sera présent aux quatre coins de Chabandelmas pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur. C'est la fin donc de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, les infos. Bonne soirée. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.